Bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles causeries avec Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Alors ce soir Pascal, on va changer un petit peu de registre par rapport à d'habitude et on va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus contemporain. On va s'intéresser au nazisme et à l'interaction d'une des sociétés secrètes de cette première moitié du XXe siècle avec l'idéologie nazie, et puis voir peut-être quels sont aussi les liens avec de nos jours la création de la Constitution européenne, parce que voilà, il y a un certain nombre de liens, tu vas nous expliquer tout ça, mais commençons par le commencement. On se situe à peu près à quelle époque? 1930, c'est ça? Alors écoute, ça va remonter encore bien au-delà, parce que si tu veux, on ne peut pas comprendre l'accession au pouvoir du nazisme si on n'inclut pas une notion de société secrète. Alors les sociétés secrètes en Allemagne, elles existent depuis très très longtemps. Et c'est vrai que tous les historiens jusqu'à présent se sont refusés d'étudier ce phénomène et pourtant on va s'apercevoir que sans ces sociétés secrètes, sans doute qu'il n'y aurait pas eu le nazisme en Allemagne. Donc c'est quand même un phénomène très très important. Et ça remonte donc, on peut même dire à des temps immémoriaux, parce que les premières sociétés secrètes, c'était des bandes guerrières, toutes dévouées au chef. On est presque dans des temps proto-historiques là. Mais euh, pour débuter cette émission qui est un peu sombre, hein, c'est sûr qu'on là j'aborde aujourd'hui un sujet qui n'est pas facile, mais bon, j'estime que il y a des vérités qui sont bonnes à dire. Les gens doivent être au courant de certaines choses. Et tout d'abord, bon, il faut bien voir que cette idéologie expansionniste, raciste, n'est pas née qu'avec le nazisme, hein, ça c'est une évidence, puisqu'elle existait déjà en Allemagne. Alors je dis pas que les Allemands étaient tous comme ça, loin de là, mais il y avait déjà des idées en ce sens. Et je vais te lire un petit texte très court, hein, que l'on trouve dans un ouvrage édité à Berlin en 1895, donc on est à la fin du 19e siècle. Et cet ouvrage avait pour titre La Grande Allemagne et l'Europe centrale en 1950. Donc c'était en quelque sorte un livre d'anticipation sur ce que serait la Grande Allemagne vis-à-vis, enfin selon l'auteur qu'il envisageait. Et voilà ce que cet auteur nous dit. Sans doute, des Allemands ne peupleront-ils pas seuls le nouvel empire allemand ainsi constitué, mais seuls ils gouverneront, seuls ils exerceront les droits politiques, serviront dans la marine et dans l'armée, seuls ils pourront acquérir la terre, ils auront alors comme au Moyen Âge le sentiment d'être un peuple de maîtres. Toutefois, ils condescendront à ce que les travaux inférieurs soient exécutés par des étrangers soumis à leur domination. Donc, on voit déjà qu'il y a c'est cette idée qui court d'une grande Allemagne avec cette volonté expansionniste, et cette volonté expansionniste qui va se traduire par gagner des territoires, surtout sur l'Europe de l'Est. Et c'est ça a commencé déjà même il y a très longtemps, puisque on trouve déjà cette volonté avec les chevaliers teutoniques. Alors, les chevaliers teutoniques, et il faut savoir que en tant qu'ordre militaire, ça remonte à 1198. Donc tu vois, ça ne date pas d'hier. Et les chevaliers teutoniques, qui étaient au départ un ordre hospitalier, sont donc devenus un ordre militaire en 1198. Et c'est sous la direction de leur quatrième grand maître, qui s'appelait à l'époque Hermann von Salza. Là, on est dans les années 1200 et quelques, donc la première moitié du XIIIe siècle. Donc, ils vont s'attacher à la germanisation de l'Est européen et ils vont commencer par
s'emparer de la Prusse, parce que la Prusse à l'époque n'était pas du tout un territoire allemand, c'était un territoire slave, hein, et ça il y a très peu de gens qui le savent. Et donc ils vont déployer leurs troupes, ils vont partir à la conquête de cette Prusse, ils vont fonder d'ailleurs 93 villes en Prusse, et ils vont inciter les Germains à venir s'installer dans ces villes. Et tout cela va se faire au détriment des populations autochtones, qui étaient essentiellement des populations slaves. Ces populations vont être décimées, vont être massacrées par les chevaliers teutoniques. Et d'ailleurs, le seul frein qu'on va trouver à cette expansion, ça va être grâce à une bataille, la bataille de Tannenberg, qui a eu lieu le 15 juillet 1410. Et à cette bataille, ce sont les armées de Pologne et de Lituanie qui vont s'allier pour mettre un coup d'arrêt à la progression des chevaliers teutoniques. Sinon, ils auraient continué et ils seraient allés encore plus loin sans doute. Voilà. Donc, on trouve déjà cette volonté d'expansion dès cette première moitié du XIIIe siècle de la part des Germains, des Allemands de l'époque. Et il faut savoir d'ailleurs que l'ordre des chevaliers teutoniques ne sera aboli qu'en 1809 officiellement. Et c'est Napoléon Ier qui mettra fin à cet ordre par décret. Et ce passé historique, il va remonter à la surface, bien sûr, à l'époque donc du nazisme, puisque Hitler et puis le théoricien du nazisme, qui était Alfred Rosenberg, vont trouver d'ailleurs dans cette conquête par les chevaliers teutoniques un aval historique à leur propre volonté d'expansion. Alors, après les chevaliers teutoniques, et à peu près à la même époque, on va trouver une autre société secrète qui aura aussi une incidence, comme on va le voir. C'est la Sainte Vême de la Terre Rouge, comme on l'appelle. Alors, il faut expliquer comment elle va émerger, cette société secrète. On est au XIIIe siècle, le Saint-Empire romain germanique connaît à cette époque-là une grave crise de succession, qui fait qu'il n'y a pratiquement plus d'autorité. Donc en Allemagne, enfin ça s'appelle pas encore l'Allemagne bien sûr, hein, donc dans ces pays germaniques, de sorte que c'est un peu le chaos et que les criminels et voleurs bénéficient en quelque sorte d'une certaine impunité, et c'est vrai qu'on assiste à des actions tout à fait insupportables pour la population. Et à partir de ce moment-là, donc des Allemands, des Germains vont s'élever contre ce désordre, ils vont vouloir se faire justice eux-mêmes. Et ils vont créer donc le tribunal de la Sainte Vême. Enfin, il y aura 10 tribunaux, d'ailleurs, il n'y en aura pas qu'un. Et cette Sainte Vême va voir le jour au départ en Westphalie. Alors, retenons bien ce nom de Westphalie, parce que ça encore, c'est un nom qu'on va retrouver après avec les Himmler et les SS. Donc, cette Sainte Vême voit le jour. Elle est constituée de francs seigneurs. Les francs seigneurs, ce sont ceux qui président les tribunaux vémiques. Et dans ces francs seigneurs, on trouve essentiellement des chevaliers teutoniques. Donc, on retrouve à nouveau ces chevaliers teutoniques. Et à part les francs seigneurs, il y a ce qu'on appelle les francs juges. Alors les francs juges, ce sont tous les autres membres hein, de cette Sainte Vême qui servent aussi bien d'enquêteurs que de jurés, que de bourreaux. Donc c'est un petit peu les soldats donc de la Sainte Vême. Et donc quand quelqu'un est soupçonné d'avoir commis un délit, il reçoit des sommations à comparaître par écrit. Il en reçoit 3. Et le suspect a 6 semaines et 3 jours pour se rendre devant le tribunal vémique. Or, il faut savoir que lorsqu'on
comparé devant un tribunal vimique, on n'a aucune chance de s'en sortir. Le jugement est toujours le même, c'est une condamnation à mort, et c'est une condamnation à être pendu. Alors naturellement, ceux qui reçoivent cette injonction à comparaître, ils vont essayer de se défiler. Mais à ce moment-là, les francs juges ont pour consigne de s'emparer donc de ces suspects. Et si ils mettent la main dessus, et si ces suspects veulent montrer la moindre résistance, les francs juges ont pour mission de les pendre à l'arbre le plus proche. Voilà. Donc c'est une justice très expéditive, en plus une justice qui n'en est pas une, puisque on va s'apercevoir que suite à des dénonciations des fois fallacieuses, des innocents vont être victimes des tribunaux de la Seine-Vême, et on pense d'ailleurs qu'il y a eu autant de malfrats que d'innocents qui ont été pendus par sur ordre des tribunaux, bien sûr, de la Seine-Vême. Donc, pour ces gens-là, il y a donc une volonté de mettre fin donc au banditisme, etc. Mais en même temps, ça va donner lieu à des actions complètement insupportables. Ils vont créer un véritable climat de terreur, on peut dire, de sorte que les gens, pour échapper même à la vindicte de la Seine-Vême, vont s'engager dans les rangs de la Seine-Vême, de sorte qu'au XIVe siècle, il y aura environ 100 000 Allemands qui vont s'engager dans la Seine-Vême, ce qui est un chiffre absolument astronomique. Mais il faut bien voir que les gens étaient tellement terrorisés par cette organisation que voilà, ils préféraient s'engager dedans plutôt que de risquer de comparer devant un de ces fameux tribunaux. Alors, lorsque la sentence était prononcée, lorsque le présumé coupable donc était pendu, on fichait dans l'arbre qui avait servi de potence donc un couteau crucifère pour bien indiquer que le pendu avait été donc exécuté par la Seine-Vême. Ça, c'était leur marque de fabrique, on peut dire. Si un non-initié assistait à une réunion de la Seine-Vême, pareil, il était pendu aussitôt s'il était démasqué, et on jetait son corps généralement dans un carrefour. Et pour ceux qui étaient membres de la Seine-Vême et qui trahissaient des secrets de la Seine-Vême, le sort était encore pire. On attachait les mains donc du traître, on le plaquait au sol, on lui arrachait la langue, et après il fallait qu'il soit pendu, je crois que c'était 7 pieds plus haut que un brigand qui était exécuté. Voilà, donc c'était des méthodes tout à fait terrifiantes. Or, ces méthodes, on peut dire qu'il va y avoir un héritage que l'on va retrouver dans les SS, parce que les SS, ils avaient dans leurs exactions qu'ils faisaient, que ce soit dans les pays de l'Est, en Russie ou même en France. Il ne faut pas oublier qu'en 1944, la ville de Tulle a été martyrisée par la division d'Asrach, et je crois qu'il y a eu 99 habitants de Tulle qui ont été pendus à des balcons, à des réverbères. Ça, c'était une méthode SS qui, à mon avis, découlait directement de cet héritage quelque part de la Seine-Vême. Voilà. Donc, il faut bien voir tout cet héritage des sociétés secrètes que l'on va retrouver, bien sûr, après dans le nazisme. Alors, on va encore, par contre, parler d'autres sociétés secrètes, parce qu'on a parlé là des chevaliers teutoniques, on a parlé de la Seine-Vême, mais il y a également les Illuminés de Bavière. Alors les Illuminés de Bavière, ou les Illuminati, ça je pense que beaucoup de personnes en ont entendu parler, malheureusement. Alors les Illuminés de Bavière, ils ont vu officiellement le jour en 1776. Alors c'était Adam Weishaupt qui était
un professeur en droit canonique en Bavière, qui a créé donc cette société secrète. Au départ, ils n'étaient pas très nombreux, ils n'étaient qu'une vingtaine. Mais chaque membre de cette société secrète avait pour devoir de faire au moins un adepte. Alors, ce qui fait que ça a pris des proportions exponentielles et ils sont devenus à un moment donné très nombreux et très dangereux. Parce que quel était le but de ces sociétés secrètes? C'était comment dirais-je, de quelque part de créer le chaos au niveau de l'ordre établi, de renverser les royautés, etc. Mais ils avaient aussi pour but de mettre en place un certain art, on va dire, de gouverner les hommes et de les plier à leur volonté. Et parmi d'ailleurs les méthodes qu'ils enseignaient, se trouvait la façon de convaincre les esprits les plus rebelles, quels étaient les moyens les plus efficaces pour les soumettre, etc. Donc c'était vraiment une société qui avait des buts très très sombres, très noirs. Et si bien qu'à un moment donné, il y a un Rosicrucien qui s'appelait von Wollner, qui était un personnage assez important à son époque. On était en 1784. Il va réussir à obtenir du Frédéric Guillaume II je crois oui, je crois que c'était lui, il me semble. Donc de supprimer, d'abolir l'ordre des Illuminés de Bavière. Donc l'ordre va être interdit. On considérait ces gens-là, selon les propres termes d'ailleurs de von Wollner, comme des loups dévorants et des meurtriers des âmes. Et donc on va abolir purement et simplement cet ordre des Illuminés qui va quand même subsister. D'ailleurs, on estime qu'en 1801, le gouvernement de Bavière était entièrement inféodé aux Illuminés de Bavière. Donc, ils n'ont jamais disparu, bien au contraire. Et je me souviens dans mes lectures, lorsque j'avais lu le mémorial de Sainte-Hélène écrit par Lascaz, lorsque Lascaz avait interrogé Napoléon au sujet des francs-maçons et notamment des Illuminés de Bavière, Napoléon, qui avait une certaine, on va dire, sympathie pour les francs-maçons, là par contre, il avait changé de ton concernant les Illuminés de Bavière parce qu'il avait parlé d'eux comme étant une secte très dangereuse pour le monde. Hein. Donc c'était vraiment des ennemis à abattre pour Napoléon. Voilà. Et j'avais lu aussi, mais ça remonte déjà il y a un certain temps, je me souviens d'une lecture, c'était dans un ouvrage de Guy Breton et Louis Pauwels où il parlait des Illuminés de Bavière et notamment d'une espèce de mise à l'épreuve qu'ils avaient rapporté ces deux auteurs et qui avait lieu chez les Illuminés de Bavière. Alors quand on voit les stratagèmes qui étaient mis en place, mais c'est vraiment incroyable de voir le pouvoir qu'avaient ces gens-là. Déjà dès le 19e siècle, hein, voir ce qu'ils étaient capables de mettre en place pour mettre à l'épreuve un de leurs membres. Je me souviens que quelqu'un qui s'était infiltré donc chez eux, quelques jours plus tard, il avait été arrêté par des policiers, amené donc au poste de police, où il avait été plus que malmené, on va dire même passé à tabac pour avouer quels étaient les frères qu'il connaissait chez les Illuminés de Bavière. Il n'avait rien dit, il avait été après laissé donc dans une geôle pendant plusieurs jours et on essayait de le faire parler, il ne disait rien. Il a respecté dans son serment vis-à-vis des Illuminés de Bavière. Après, il est passé devant un juge, on va dire. Mais est-ce que c'était un vrai juge? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il a été condamné à mort. Et au moment
On le conduisait à un gibet pour être pendu devant une foule qui attendait donc le spectacle. Et qu'on lui a passé la corde au cou, on lui a demandé une dernière fois d'avouer et de dénoncer les membres des Illuminés de Bavière qu'il connaissait. Et devant son mutisme, à ce moment-là, tout le monde s'est mis à applaudir. Le bourreau, les policiers, les gens qui étaient là pour assister au spectacle, en fait, c'était tous des Illuminés de Bavière qui étaient présents et qui avaient voulu le mettre à l'épreuve, mais quand on voit l'organisation que ça demandait, toutes les complicités, toute la mise en scène, ça montre un pouvoir déjà fabuleux que possédaient ces gens, et un pouvoir très dangereux, hein, naturellement. Voilà, donc les îles Bavière, c'est quand même quelque chose. Alors, je pense d'ailleurs qu'il y en a peut-être encore de nos jours, bien sûr. Hein. On en parle encore, on parle des Illuminati, etc. Bon, enfin bref. Donc, c'est quand même une société secrète qui est très 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 puissante, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a des vues pour le moins obscures. Hein. Voilà. Alors, autre société secrète aussi qui a eu une interaction importante dans ces années-là, c'est la société des Skull and Bones, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est une société américaine, mais comme on va le voir, qui a aussi un héritage allemand, encore une fois. Et on va voir aussi l'implication des Sculboniens, puisqu'on les appelle les Sculboniens, les membres de cette société, dans également l'avènement du nazisme, comme je vais le démontrer. Alors, les Skull and Bones, qui s'appelait au départ la Fraternité de la Mort, c'est un étudiant de Yale qu'il a fondé en 1832, de la grande université de Yale. Ce personnage qui s'appelait William Huntington Russell, il est 2 ans avant de fonder donc les Skull and Bones, il est allé faire un voyage en Allemagne, et on sait qu'il a rencontré un ou peut-être plusieurs membres d'une société secrète. Alors, est-ce qu'il s'agissait des Illuminés de Bavière? Peut-être. Enfin, toujours est-il qu'il a ramené d'Allemagne des rites, enfin des rituels, des toutes les consignes qui lui étaient nécessaires pour fonder son propre groupe, donc aux États-Unis. Alors, on sait d'ailleurs que la façon dont ils recrutent les Skull and Bones leur permet d'avoir des hommes un peu partout dans l'administration, dans les finances, même dans l'armée aux États-Unis, puisqu'ils ont pour habitude de recruter chaque année 15 étudiants parmi ceux qui sont promis un avenir assez prometteur, hein. Donc qui sont susceptibles d'occuper des hautes fonctions, voilà, ils sont choisis selon ou bien leur capacité, ou parce qu'ils sont issus de grandes familles, donc ils vont être amenés à occuper des postes importants dans divers domaines aux États-Unis. Et on va retrouver notamment dans ces Sculboniens donc la famille Bush notamment. Hein. D'ailleurs, mais j'en parlerai un petit peu après. Il faut savoir que ils ont un bâtiment dans les Sculboniens qui s'appelle la Tombe. Alors c'est un bâtiment qui n'a aucune ouverture sauf une porte, c'est tout, donc il n'y a aucune fenêtre, donc on ne sait pas du tout ce qui s'y passe. Et une journaliste américaine qui avait essayé de s'intéresser un peu à ces gens-là pensait qu'ils possédaient à l'intérieur de cette tombe, comme il l'appelle, donc des douzaines de crânes humains. On pense d'ailleurs que ce sont eux qui auraient dérobé le crâne de Geronimo, hein, qui aurait profané sa tombe pour récupérer son crâne.
Il posséderait aussi à l'intérieur des emblèmes nazis. Bon, j'utilise le conditionnel parce que bon, la journaliste en question n'a pas apporté de preuves à proprement parler. Donc, ils auraient des emblèmes nazis. Ils auraient également le service en argent qui aurait appartenu à Hitler. Voilà. Donc déjà, ça pose le décor. Hein. Et effectivement, on s'aperçoit que lors de l'accession du nazisme au pouvoir en Allemagne, les Sculboniens ont aidé, bien sûr, à la prise du pouvoir des nazis, puisque on retrouve parmi les Sculboniens les frères Harriman qui ont financé le parti nazi dans les années 30. Et il faut savoir aussi que les frères Harriman avaient pour collaborateur Prescott Bush. Alors Prescott Bush, ça a été le grand-père et le père de 2 présidents des États-Unis, hein, les fameux George Bush qu'on ne présente plus. Voilà. Et ce Prescott Bush, il a été aussi le gendre d'un certain George Walker, et tous deux ont été le président de l'Union Banking Corporation. Donc c'est un établissement bancaire, l'UBC, qui a été quand même fermé en 1942 pour commerce avec l'ennemi. Hein. Donc eux aussi finançaient les nazis naturellement, mais ils ont fait pire que ça parce qu'ils ont même communiqué aux nazis des technologies qui touchaient notamment à un carburant euh, qui était considéré comme top secret, hein, un carburant américain. Donc ils ont fourni cette technologie à l'Allemagne nazie pour la Luftwaffe. Hein. Et Prescott Bush, on va le retrouver. Alors on sait tout ça grâce à des documents qui ont été déclassifiés naturellement. On retrouve le nom de Prescott Bush dans des documents relatifs à la Consolidated Silesian Steel Company. Alors, c'était cette compagnie s'occupait de l'exploitation de minerais en Silésie, la Silésie correspondant à une partie de la Pologne. Or, cette compagnie qui exploitait des minerais en Silésie a tourné à plein régime pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'elle a utilisé comme main-d'œuvre? Eh bien, tout simplement, les prisonniers des camps de concentration. Il y a même des prisonniers d'Auschwitz qui sont venus travailler donc pour la fameuse Consolidated Silesian Steel Company. Voilà, ça on le sait, c'est établi, des documents déclassifiés nous en parlent. Et on trouve donc ce Prescott Bush associé à cette entreprise qu'on peut qualifier de criminelle, bien sûr, puisque en faisant travailler de pauvres esclaves, voilà. Voilà. Alors, donc, on a vu l'implication des Sculboniens donc dans le financement du nazisme. La collaboration de ces gens-là avec les nazis, donc ça ne serait pas étonnant effectivement s'ils possédaient dans la fameuse tombe des emblèmes nazis donc de ce régime qu'ils ont soutenu et qui semblait vraiment donc porté au nu. Hein. Alors, rappelle-nous un petit peu le fondateur des Skull and Bones, où est-ce qu'il a trouvé ses racines en Allemagne? C'était auprès de quelle organisation? Alors on ne le sait pas, ça, on ne le sait pas. Non, on sait qu'il a rencontré effectivement des sociétés, enfin une société secrète en Allemagne. Alors est-ce qu'il s'agissait des Illuminés de Bavière? C'est possible. Moi, je pense que ça peut être que, hein, mais bon, on n'a pas de certitude, on n'a pas de preuves à ce sujet-là. Voilà. Ah d'accord. Alors, on va continuer dans nos sociétés secrètes. Alors, il y a une autre société secrète qui, elle, par contre, a vu le jour en Angleterre, c'est la Golden Dawn. Alors, la Golden Dawn, bon, je vais pas
donc en parler énormément parce que c'est pas notre sujet. Mais la Golden Dawn, on va juste noter par contre qu'elle avait ouvert un temple à Berlin et qu'un certain Karl Schoffer, donc dont je parlerai un peu plus loin, qui était un homme qui était proche d'Hitler, bien sûr, fréquentait ce temple de la Golden Dawn à Berlin. Et on verra un peu plus tard d'ailleurs les implications qu'a pu avoir aussi cette société secrète euh, qui était vraisemblablement en rapport avec le groupe Thulé dont je vais parler bientôt. Alors, en 1912, par contre, va apparaître une autre société secrète, toujours en Allemagne. Oui, ils ont été très, très prolixes à ce niveau-là. C'est l'Ordre des Germains ou Germanie Norden, hein, ça s'appelait. Alors, l'Ordre des Germains, première chose à remarquer, qu'est-ce qu'ils ont comme insigne, comme emblème? La croix gammée. Donc on voit bien que c'est un symbole qui n'est pas apparu aussi comme par enchantement chez les nazis, puisqu'on a cet ordre des Germains qui, dès 1912, rappelons-le, avait adopté la croix gammée comme symbole. Et cet ordre des Germains, il est intéressant aussi de signaler ces doctrines qui rappellent tout à fait les théories nazies, déjà à l'époque. Alors là, je vais aussi rappeler un passage assez intéressant. Un document qui a été publié par cet ordre des Germains le 25 novembre 1918 par la Grande Loge de Berlin du Germanie Norden. Voilà ce qu'on peut y lire. Le nouveau parti ne tient compte d'aucune considération envers rien ni à l'égard de personne, mais il est radicalement non capitaliste et pur de tout juif. Donc déjà en 1912, on trouve des propos antisémites tenus par cette organisation secrète. Ils ajoutent, la nouveauté ne doit pas être recherchée par un bouleversement soudain et un changement subit, car cela conduit toujours au contraire de ce qu'on voulait, mais par voie légale au moyen du démontage graduel de ce qui existait jusqu'à présent et de l'édification du nouveau système. Donc, en fait, le parti nazi va s'inspirer directement de cet ordre des Germains, quelque part, mais surtout du groupe Thulé, le groupe Thulé qui est une émanation du groupe de l'ordre des Germains. Alors, le groupe Thulé, comment il a vu le jour? Alors, on se trouve en 1918, et on est juste un peu avant la fin de la guerre, je crois que c'est au mois d'août 1918. Donc, l'ordre des Germains va confier pour mission à Rudolf von Sebottendorf, dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus loin, la mission d'instaurer donc l'ordre des Germains dans la province de la Bavière. Donc, Sebottendorf va se rendre à Munich et il va créer une loge, donc, qui doit dépendre de cet ordre des Germains, mais qui aura une aura bien plus importante en fait, et un succès qui va dépasser d'ailleurs l'ordre des Germains. Et il va créer donc le fameux groupe Thulé. Alors Thulé, ce nom n'est pas choisi au hasard, parce que Thulé, c'est le nom de l'ancienne capitale, alors d'une civilisation qui est censée avoir existé au septentrion de l'Europe, qui était l'Hyperborée. Voilà. Alors, certains diront que c'est une civilisation qui n'a peut-être jamais existé autrement que dans les mythes, que dans les légendes, mais enfin, toujours est-il que pour certaines personnes, cette civilisation a véritablement existé. L'Hyperborée a été occupée par des êtres de grande taille, blonds et aux yeux bleus. Alors, retenons bien quand même cette description parce que ça va nous rappeler aussi ce type arien auquel seront attachés bien sûr les nazis.
qui prétendront d'ailleurs descendre de ces fameux hyperboréens. Et suite à un cataclysme majeur, donc cette civilisation de l'Hyperborée aurait été engloutie par je ne sais quoi, tremblement de terre, raz-de-marée, on ne sait. Et il y aurait eu quand même des survivants, et on pense d'ailleurs que ce sont les survivants de l'Hyperborée qui auraient fondé après le royaume de l'Agartha. Et c'est pour ça d'ailleurs que Himmler aurait envoyé des hommes un peu partout dans le monde pour essayer de trouver l'entrée de ce fameux royaume de l'Agartha, bien sûr. Oui, ça explique toutes les expéditions au Tibet, en fait. Tout à fait, absolument. Il faut pas perdre de vue que tout ce qui va motiver les nazis, ça leur vient directement de ces sociétés secrètes qui se trouvent derrière. Et c'est pour ça que si on n'explique pas leur présence, on peut pas comprendre la nature même du nazisme. Et il faut voir tout ce qui a mené à cette abomination. Et ainsi que la fameuse quête du Graal, que d'ailleurs nous avons abordé dans l'une de nos causeries, je crois que c'est la numéro 5, sur les traces du trésor de Salomon. Oui. Bon, je vais pas revenir dessus, mais... Non, effectivement, mais on vous invite à regarder l'émission si vous ne la connaissez pas. Donc, le groupe Thulé, j'en reviens, va aussi adopter comme emblème le swastika d'Extrogir. C'est aussi, on peut l'appeler aussi croix de Wotan ou croix gammée, mais aux branches courbes là par contre. Voilà. Mais c'est encore une fois un symbole qui rappelle la croix gammée, qui sera adopté bien sûr par les nazis. Et de fait, donc les nazis, bon, ils viennent du parti bien sûr le NDAP qui est devenu le NSDAP. Bon, mais ça c'est l'histoire classique, traditionnelle. Et on sait que après d'ailleurs le fameux putsch manqué de 1923 à Munich, beaucoup de membres du NSDAP vont entrer en plus dans le groupe Thulé. Donc on va retrouver les mêmes personnes aussi bien au parti nazi que dans le groupe Thulé. Voilà. Donc encore une fois une preuve pour montrer comment les deux étaient imbriqués l'un dans l'autre en fait. Et on va trouver aussi dans le groupe Thulé un prince qui s'appelle Von Thurn und Taxis. Alors je m'excuse pour mon accent là, je suis pas très familiarisé avec l'allemand. Et ce personnage, il était aussi en même temps affilié aux Illuminés de Bavière. Donc on retrouve toujours les mêmes. On retrouve toujours les mêmes personnes. Alors, il faut savoir aussi que Sebottendorf, en 1918, le 9 novembre 1918, donc à la fin de la guerre, il avait déclaré déjà dans l'enceinte même du groupe Thulé que l'avènement du combat décisif contre la race juive arrivait. Donc on voit aussi comment ces sociétés secrètes allemandes qui se réclament d'une race supérieure, qui souhaitent un expansionnisme, bien sûr, de l'Allemagne, et mènent aussi une politique raciste, antisémite, puisque ça, c'est Bodendorf qui nous le dit. Donc en 1918, bien avant même qu'Hitler fasse ces fameux discours. Et Sebottendorf aussi va sortir un livre dans lequel il affirmera qu'il a semé ce que le Führer fera lever, voilà, aura fait lever, voilà. Donc on voit vraiment les liens qu'il peut y avoir entre le parti nazi et ce fameux groupe Thulé. D'ailleurs, il faut également savoir que Hitler avait le titre de... Alors, il n'était pas affilié directement au groupe Thulé, il n'en était pas un membre, bien qu'il côtoyait beaucoup de membres de cette organisation, mais il avait un statut particulier de visiteur, donc il pouvait s'y rendre comme il le souhaitait. Voilà. Alors, il paraîtrait qu'au sein même du groupe de Thulé, il y aurait un certain nombre de sorciers, voire même de magiciens qui auraient un certain nombre de pouvoirs. C'est une légende urbaine ?
Mais c'est-à-dire que, notamment c'est Bodendorf, dont je vais parler tout à l'heure, pratiquait des rites magiques, il pratiquait une magie noire, vraisemblablement, et on pense d'ailleurs que lors de séances, il y avait des ombres qui apparaissaient, qui étaient assez terrifiantes. Alors, est-ce qu'ils invoquaient des esprits maléfiques lors de ces séances? Peut-être. Bon, là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, hein, c'est ça le problème, hein. On ne peut que supposer. Mais alors, pour montrer à nouveau, par contre, l'influence qu'a pu avoir le groupe Thulé sur le nazisme, là, on a le témoignage d'Alfred Rosenberg, qui était le théoricien du parti nazi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va le voir un peu plus en détail après. Donc, Rosenberg va se retrouver dans le banc des accusés lors du fameux procès de Nuremberg. Or, lorsqu'on va interroger Rosenberg sur le groupe Thulé, parce que ça va être évoqué, hein, lors du procès, lors de ce fameux procès, et bien voilà ce que Rosenberg va répondre. Le groupe Thulé, mais tout est parti de là. L'enseignement secret que nous avons pu y puiser nous a davantage servi à gagner le pouvoir que des divisions de SA et de SS. Les hommes qui avaient fondé cette association étaient de véritables magiciens. Ça, c'est un témoignage historique, hein, d'Alfred Rosenberg lors donc du fameux procès de Nuremberg. Donc là, il nous le dit carrément. On voit vraiment l'implication des sociétés secrètes dans le nazisme. Ah, effectivement, c'est assez clair. Ah oui, c'est tout à fait clair. Et pour ça, je comprends pas pourquoi les historiens n'ont jamais voulu s'intéresser à ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment comprendre le nazisme si on n'aborde pas ce problème des sociétés secrètes allemandes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va parler de quelques personnages clés de cette société secrète, de ce groupe Thulé. Et on va commencer par Sebo Tendorf. Alors Sebo Tendorf, de son vrai nom, il s'appelait Rudolf Glauer. Alors c'était un aventurier. À 23 ans, il s'était embarqué à bord d'un navire comme soutier en partance pour l'Australie. Et il comptait faire fortune en cherchant de l'or, mais bon, il n'y est pas arrivé. Alors il a continué à voyager à travers le monde et il arrive en Turquie. On le retrouve donc en Turquie en 1900 par là, hein. Et là-bas, il va faire la connaissance d'un compatriote allemand qui est le baron donc von Sebottendorf. Et celui-ci qui se passionne pour la magie orientale va le prendre sous sa coupe et il va lui enseigner pas mal de choses. Il va en faire non seulement son disciple mais également son héritier, de sorte que lorsque le baron von Sebottendorf va disparaître, eh bien, Glauer là va hériter de son titre et sans doute aussi de sa fortune. Alors, ce qui est, alors j'allais dire amusant, c'est pas le terme exact, mais en Turquie, donc on va l'appeler maintenant Sebottendorf puisqu'il va avoir le titre de son mentor. Sebottendorf va être initié par un juif du nom de Termudi, qui va l'initier et qui va l'élever à la maîtrise de l'ordre du rosaire. Alors, ce qui est incompréhensible, c'est que Sebottendorf, comme je l'ai dit tout à l'heure, vouait une haine déjà considérable aux Juifs et on ne comprend pas pourquoi, puisque on voit d'ailleurs que c'est un Juif qui l'a aidé encore dans son initiation en Turquie. Donc bon, qu'est-ce qui s'est passé, ça on ne le saura sans doute jamais. Alors toujours est-il que Sebottendorf, il va rentrer après en Allemagne en 1913. Il a donc à sa disposition une fortune assez colossale, qui va d'ailleurs lui permettre de financer les travaux d'un ingénieur allemand qui s'appelle Friedrich Goebel. Alors c'est pas Goebbels, mais ça y ressemble un peu. Et cet ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Il va mettre au point les premiers chars d'assaut allemands, tout simplement. Donc il y a encore une fois une volonté, hein, toujours pareil, hein,
de faire quelque chose pour cette grande Allemagne, hein, et on retrouve bien sûr ces sociétés secrètes allemandes derrière tout ça. En plus de ça, c'est Bontendorf, il va acheter une maison d'édition qui s'appelle la société ER Verlag. Alors, cette maison d'édition qui est achetée donc par ces Bontendorf va être mise au nom en fait du parti nazi, du NSDAP. Et c'est cette même maison d'édition qui va non seulement éditer le journal du parti nazi, mais également le fameux Mein Kampf, Mon combat, donc d'Hitler. Voilà. Donc tout est lié, on retrouve tout. Alors, c'est Bontendorf, après, il va tomber dans une certaine disgrâce et il va retourner en Turquie. Alors, on sait que dans les années 30, il va servir plus ou moins d'agent secret pour les nazis. Il aura aussi, entre-temps, travaillé pour l'ambassade mexicaine. Enfin bon, on le retrouve à des postes un peu clés donc en Turquie. Et en 1945, il va disparaître. Alors on pense qu'il s'est peut-être noyé ou est-ce qu'il a été assassiné. En fait, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas, je crois qu'on n'a même pas retrouvé son corps. Donc disparition mystérieuse de Sebottendorf en 1945. Alors l'autre personnage aussi clé de la société Thulé, enfin du groupe Thulé, c'est Dietrich Eckart. Alors ça, c'est aussi un personnage alors odieux d'abord parce que c'est aussi un antisémite notoire. Il va demander d'ailleurs à ce que l'on pende tous les juifs qui ont épousé des Allemandes. Enfin, c'est un être assez ignoble. Alors c'est un poète, c'est un journaliste, membre donc du groupe Thulé et qui va être chargé d'initier Hitler. Hein, et va lui apprendre pas mal de choses. Et donc en 1923, c'est ça. Par contre, Dietrich Eckart, qui aura juste eu le temps un peu d'apprendre certaines choses à Hitler, il va décéder. Alors, on ne sait pas de quoi, peut-être de maladie. Toujours est-il qu'il sent sa fin proche. Et quelques jours avant de mourir, il va appeler à son chevet donc non seulement Alfred Rosenberg, mais également Karl Schoeffer, et ils vont faire une sorte de prière secrète devant une météorite noire. Enfin bon, tout est dans les rituels, dans les rites magiques chez eux, c'est toujours pareil. Et par contre, Rosenberg, aussi bien que Karl Schoeffer, s'inquiète pour le devenir d'Hitler, parce que Dietrich Eckart était devenu en quelque sorte son maître, hein, au niveau ésotérisme. Hein, c'est lui qui lui apprenait des choses sur l'hyperborée, sur des rites magiques, etc. Bon. Donc, avant de décider, Dietrich Eckart veut les rassurer, et voilà ce qu'il leur dit. Alors, c'est quelque chose d'assez troublant. Alors, cette citation, il faut bien l'écouter. Suivez Hitler, il dansera, mais c'est moi qui ai écrit la musique. Nous lui avons donné les moyens de communiquer avec eux. Alors, eux, qui sont-ils? On n'en sait rien. Ne me regrettez pas, j'aurais influencé l'histoire d'Allemagne plus qu'aucun autre Allemand. Voilà ce que dit Friedrich Eckart juste avant de mourir. Alors, il aurait aussi enseigné Hitler sur l'existence des intelligences venues du dehors. Alors ça, c'est encore un terme assez obscur. Qu'est-ce qu'il entendait par les intelligences venues du dehors? Est-ce qu'il voulait parler d'extraterrestres? Est-ce que bon, c'est assez mystérieux tout ça. Hein, voilà. Alors après, on arrive à Karl Schoeffer, qui est aussi membre du groupe Thulé, et qui sera aussi un des mentors, bien sûr, d'Hitler. Alors, Karl Schoeffer, il finit la Première Guerre mondiale avec le grade de général de brigade. Et après donc la défaite de 1918, il est complètement démoralisé de voir que son pays a perdu la guerre, etc.
Et il va se reconvertir, il va obtenir une chaire de professeur d'université, professeur de géographie, donc à l'université de Munich. Et ce qu'il va développer surtout comme théorie, c'est la notion d'espace vital. Alors cette notion d'espace vital, il va l'inculquer aussi à Hitler. C'est pour ça que Hitler voudra s'emparer d'autres pays, qu'il voudra envahir la Russie. C'est peut-être à cause de Karl Schoeffer qui lui aura mis dans la tête cette notion d'espace vital. Cette même notion d'ailleurs qu'avaient les chevaliers teutoniques. Hein. On retrouve toujours le même processus. Et il a aussi pour élève Karl Schoeffer, Rudolf Hess. Alors Rudolf Hess, il est beaucoup plus connu naturellement et on va bien sûr en parler. Et Karl Schoeffer, par contre, il avait un fils qui s'appelait Albrecht Schoeffer. Et ce fils, par contre, était aux antipodes de son père parce que lui, il avait vu le danger, notamment Hitler. Il avait fait d'ailleurs partie de la première tentative d'attentat. Je crois que c'était en juillet 1944. Et le fils donc de Karl Schoeffer, Albrecht, sera exécuté d'ailleurs par les nazis après cette tentative manquée d'attentat. Et lui-même, Karl Schoeffer, sera soupçonné, puisqu'il était le père, bien sûr, de l'un de ceux qui avaient tenté d'assassiner Hitler. Et il va faire même un séjour, on le sait, à Dachau. Et en 1946, lorsqu'il va découvrir que son fils a été exécuté, parce qu'il ne le savait pas encore, il va se suicider, Karl Schoeffer, il va se faire harakiri. Hein, donc pourquoi? Parce que je crois que c'était des années 1908 ou 1909, il était allé visiter le Japon et il avait été très marqué par quelques coutumes japonaises, et donc il va tuer sa femme d'abord, sa femme qui était d'origine juive, voilà. Donc il tue sa femme en 1946 et après il se suicide en se faisant harakiri. Et on en arrive maintenant à Rudolf Hess. Alors Rudolf Hess, beaucoup en ont entendu parler, bien sûr. Hein. Rudolf Hess, il aurait été le secrétaire particulier d'ailleurs d'Hitler. Il aura accompagné Hitler d'ailleurs dans son séjour dans la forteresse de Landsberg, lorsqu'ils ont été emprisonnés tous les deux après le putsch manqué de Munich. Hein. Et Rudolf Hess, donc on l'a vu, qui a été un élève de Karl Schoeffer, qui fait partie du groupe Thulé, on pense qu'il va aussi enseigner pas mal de choses à Hitler, et peut-être également des rites magiques de cette société secrète. Et on pense qu'il va développer d'ailleurs chez Hitler son don de médium, parce que Hitler était un médium, mais ça j'en parlerai un peu plus loin. Donc, enfin, toujours est-il que lorsque il va sortir de Landsberg, il va y passer un peu plus d'1 an, Hitler, et il va être complètement transformé, hein, et sans doute à cause des rites magiques qui ont été mis en place, que lui aura appris donc Rudolf Hess. Et Rudolf Hess, bon, il est célèbre pour la bonne raison que le 10 mai 1941, il a pris un avion, il est monté à bord d'un Messerschmitt 110 pour se rendre en Écosse. Alors, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. On est en guerre avec les Britanniques. Enfin, les Allemands sont en guerre avec les Britanniques. Hein, il faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas en Écosse, sans rien dire à personne? On peut penser qu'il s'agit là d'une folie, mais en fait non, parce qu'il faut toujours raisonner avec à l'idée qu'il y a les sociétés secrètes derrière. Or, pour Karl Schoeffer, si la notion d'espace vital devait être réalisée par Hitler, s'il soutenait Hitler dans son projet après d'attaquer la Russie, d'ailleurs la fameuse opération Barbarossa, elle aura lieu le 22 juin, elle débutera le 22 juin 1941, donc on est juste un mois avant, et Karl Schoeffer pense par contre qu'on ne peut pas
se lancer dans la conquête de la Russie si on a un deuxième front à l'ouest. Et pour lui, il est impératif de faire la paix avec la Grande-Bretagne. Et on pense que c'est lui d'ailleurs qui a peut-être décidé, Rudolf Hess, à essayer d'aller obtenir cette paix avec les Anglais. Donc, il s'envole à bord de son avion, il va atterrir en Écosse et là-bas il est aussitôt arrêté et mis en prison. Mais on sait qu'il avait sans doute pour intention, Rudolf Hess, qui était quand même bon un personnage important dans le régime nazi, c'était quand même le troisième personnage de l'État allemand, il était juste après Göring. Et Rudolf Hess, on pense qu'il avait pour but, il s'était donné pour but de rencontrer le duc d'Hamilton. Alors le duc d'Hamilton, on pense qu'il était membre de la Golden Dawn. On retrouve à nouveau cette société secrète que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc Karl Schoffer, qui fréquentait le temple de la Golden Dawn à Berlin, donc il y avait des contacts avec des Britanniques qui appartenaient donc à cette fameuse Golden Dawn et qui auraient sans doute communiqué le nom du duc d'Hamilton à Rudolf Hess. Alors, par contre, il ne rencontrera jamais le duc d'Hamilton, ça c'est sûr, puisqu'il sera de suite capturé et enfermé. Mais alors, pourquoi aussi est-ce que il a pensé qu'il arriverait à faire la paix avec la Grande-Bretagne? Et ça paraît aussi fou, même s'il avait l'appui du duc d'Hamilton, membre de la Golden Dawn, mais tout simplement aussi parce que on s'aperçoit qu'il y a des personnages assez importants en Grande-Bretagne qui ont soutenu dès le départ le régime nazi. On a d'abord Chamberlain, Chamberlain qui a tellement traîné des pieds, qui a toujours refusé d'entrer en conflit avec Hitler, qui a cédé à tous ses caprices lorsqu'il s'est emparé des Sudètes, etc. Il a mené une politique vraiment très particulière, Chamberlain, qui était le Premier ministre, bien sûr, britannique. Mais on peut être étonné de ce comportement, mais en même temps, Chamberlain, il faut savoir qu'il appartenait à l'Eugenics Society. Alors, c'est une organisation qui promouvait l'eugénisme. Alors, l'eugénisme, je suis désolé, mais forcément, ça débouche aussi sur le racisme, obligatoirement. Donc, Chamberlain, il était membre de cette société de 1937 à 1940. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était on va dire, un peu en phase avec Hitler. Et puis, il y a encore pire, il y a les grands chefs d'entreprise britanniques qui soutenaient ouvertement Hitler. Et là, lors d'un dîner qu'il y avait eu juste avant la Seconde Guerre mondiale, en présence de Rosenberg, en Angleterre, on a une déclaration qui est faite donc à Londres, hein, par des grands chefs d'entreprise. Et voilà ce qu'ils disent. Hitler deviendra l'espoir du monde. Non seulement on ne refusera pas le réarmement de l'Allemagne, mais on s'efforcera d'aider l'Allemagne à s'armer, afin qu'elle puisse remplir son destin glorieux, débarrasser le monde du marteau et de la faucille. Donc on voit bien qu'il y avait des gens en Grande-Bretagne qui soutenaient le régime nazi. On en a la preuve. Donc c'est pour ça que au vu de ces éléments, on s'aperçoit que Rudolf Hess, la tentative de Rudolf Hess n'était pas infondée. Il avait effectivement l'espoir de trouver des oreilles attentives à ses arguments et il espérait véritablement obtenir la paix avec la Grande-Bretagne. Voilà. Alors Rudolf Hess, il faut quand même préciser aussi autre chose à son sujet. C'est que il va être détenu pendant des années dans la fameuse prison militaire de Spandau à Berlin et où il décédera le 17 août 1987. C'est assez récent. Mais il va disparaître à l'âge de 93 ans d'une façon très particulière parce qu'on va le retrouver pendu dans un cabanon de jardin qui se trouvait dans la cour du pénitencier.
Or, pour sa famille, la famille Rudolf Hess, il ne pouvait s'agir que d'un assassinat, puisque Rudolf Hess, à 93 ans, il était perclus d'arthrite, il était incapable de monter sur une chaise. Donc on l'a pendu, on s'est débarrassé de lui volontairement, ça j'en suis persuadé. Et il faut savoir également que lorsque Rudolf Hess recevait des visites à la prison de Spandau, c'était toujours obligatoirement en présence des directeurs de la prison. On sait également qu'il a rempli des cahiers entiers de ses mémoires, mais dès qu'il avait fini un cahier, on lui saisissait donc son travail et on le brûlait. Donc il y avait dedans sans doute des révélations très importantes et qu'on a fait volontairement disparaître. Ça, faut également le savoir. Oui, c'est assez surprenant parce qu'en général, ce genre d'archives, hein, les historiens les conservent très, très précieusement, ou alors c'est qu'il y avait quelque chose à faire disparaître. Ou sinon, ça a été officiellement brûlé, et puis ça s'est dissimulé dans des caves quelque part en Allemagne. Est-ce qu'ils en ont fait des copies avant de brûler? J'en sais rien. Peut-être que ça n'a pas été perdu pour tout le monde, ça c'est possible. Hein. Est-ce qu'ils en ont fait des photocopies? Va savoir. Enfin, toujours est-il qu'il fallait surtout pas que ça arrive à la connaissance du public. Donc, on a détruit officiellement tout ce qu'il avait écrit. Alors, je vais arriver à notre personnage d'importance, Alfred Rosenberg, qui était donc le théoricien du parti. Alors, Alfred Rosenberg, alors lui, il va s'attacher justement à trouver des preuves historiques pour prouver la supériorité de la race aryenne, son ancienneté, comme quoi cette race descendait des Hyperboréens, donc il veut trouver un passé prestigieux, il veut trouver aussi bien sûr un aval à toute la théorie des nazis, etc. Alors, ça va devenir aussi un personnage assez important. D'ailleurs, Hitler va le prendre sous sa coupe dès le départ. Il va lui donner aussi des fonctions importantes. Il sera responsable des affaires étrangères au NSDAP jusqu'en 1936, date à laquelle Hitler va quand même le remplacer par von Ribbentrop, bien sûr. Parce qu'en fait, il souffre, Rosenberg, qui a un caractère quand même assez particulier, il faut le dire, et il souffre d'inimitié de la part d'autres dignitaires nazis, et ça va lui porter préjudice. Mais enfin, Alfred Rosenberg, il va donc sortir un livre en 1930 qui s'appelle Le mythe du XXe siècle. Bon, je reviendrai pas dessus, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, donc c'est établir, bien sûr, la supériorité de la race allemande, des Aryens, etc. Et Alfred Rosenberg, donc, lorsque la guerre va commencer, on va lui confier aussi d'autres missions, et c'est lui qui va être chargé notamment de faire parvenir en Allemagne tous les plus grands trésors, enfin les plus belles œuvres d'art dans les pays occupés. Je crois qu'il y a 137 wagons qui vont partir pour l'Allemagne et qui vont contenir notamment plus de 10 000 toiles de maître volées dans des musées ou dans des collections privées, tout ça en partance pour l'Allemagne, bien sûr. Mais surtout, Alfred Rosenberg, dès 1940, dès 1941 plutôt, oui, il va s'attacher à récupérer toutes les archives des loges francs-maçonnes et des synagogues. Soi-disant pour étudier les ennemis des nazis, voilà. Mais en fait, donc ils vont rassembler ça à Francfort, je sais, oui, dans un immeuble très très important, parce qu'il faut voir toutes ces archives et même les objets culturels et cultuels qui vont être volés principalement en France, mais également en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Et de ces pays va affluer donc une masse de documents exceptionnels qui va atterrir donc à Francfort.
Et c'est Rosenberg qui se trouve derrière tout ça. Et Rosenberg, je sais aussi qu'il aura été, je crois, choisi comme ministre des territoires de l'Est, quelque chose, un titre dans ce genre-là, même s'il n'aura pas véritablement de pouvoir. Mais toujours est-il que ça lui vaudra par contre d'être condamné lors du procès de Nuremberg, vu les crimes qui ont été commis justement dans ces territoires de l'Est par les nazis. Et il finira pendu donc le 16 octobre 1946, après le procès de Nuremberg, bien sûr. Hein. Bon, et puis on n'a pas encore parlé du sinistre personnage principal de cette histoire. Alors, bien sûr, on doit parler du principal personnage, Hitler, naturellement. Alors, Hitler, il est né en 1889 dans un petit village autrichien qui s'appelle Braunau am Inn. Alors, c'est un village qui est très particulier parce que figure-toi qu'il a donné, qu'il a vu naître énormément de médiums, notamment les fameux fils Schneider, dont l'un des fils Schneider avait en plus des dons de télékinésie. Hein, il pouvait faire voler des objets rien que par la force de sa pensée. Or, oui, c'était Willy Schneider hein, qui avait ce don-là. Or, Willy Schneider avait en plus la même nourrice que Adolf Hitler. Amusant, voilà. Enfin, toujours est-il que, pourquoi je souligne ce fait? Parce que on va s'apercevoir qu'Hitler avait lui aussi un don de médium. D'ailleurs, toutes les personnes qui l'ont rencontré, toutes les personnes, disons que plusieurs personnes, lorsqu'ils rencontraient Hitler pour la première fois, voyaient en lui un être plutôt ordinaire, même médiocre, etc. Mais d'un seul coup, il pouvait être habité par quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, il était capable, bien sûr, euh, de de transmettre quelque chose d'assez stupéfiant à ses auditeurs. Hein. Il transportait d'ailleurs des salles entières, hein. Les gens l'acclamaient et tout, parce que c'était plus du tout le même homme. Donc c'est comme si quelque chose à un moment donné l'habitait, voilà. Et on pense que son don de médium a été développé par Rudolf Hess lorsqu'ils se sont retrouvés tous les deux emprisonnés dans la forteresse de Landsberg. Puisque Rudolf Hess avait, comme je le disais tout à l'heure, des connaissances qui lui venaient du groupe Thulé, il avait appris des rituels, etc. Donc on pense qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là, parce que d'ailleurs, il y a eu, on va dire, un avant Landsberg et un après Landsberg. Hitler n'était plus du tout le même homme après Landsberg. D'ailleurs, à sa sortie de prison, il avait été reçu par un de ses amis médecins, et il avait remarqué que lors d'un dîner, donc à table, Hitler parlait normalement, puis d'un seul coup, il s'était mis à changer de visage et il avait regardé par-dessus son épaule comme s'il avait peur de voir quelque chose surgir, on ne sait pas quoi. On a d'autres témoignages aussi qui parlent d'un Hitler complètement terrorisé par une ombre qu'il aurait observée au fond d'une pièce, il se réveillait en sursaut la nuit, enfin bon. Il y a des choses très très bizarres à ce niveau-là dont les historiens n'ont jamais parlé. Et on a des témoignages pourtant là-dessus qui nous sont venus grâce à Peter Hoechning, qui était un ancien membre du parti nazi et qui avait après tout laissé tomber. Et il était parti. Il avait d'ailleurs quitté l'Allemagne et il avait d'ailleurs essayé de mettre en garde le monde contre Hitler. C'était juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on a aussi un Hitler qui, lorsqu'il monte sur l'estrade pour parler à son public, ça on le sait, on a aussi un témoignage là-dessus, on sait que Hitler, il faisait certains gestes, certains signes avec ses doigts. C'était sans doute un rituel magique.
Voilà, donc Hitler médium, c'est presque une certitude, surtout qu'on sait également que les médiums souffrent d'un phénomène qu'on appelle la déshydratation. Et lorsqu'il y avait donc un discours du Führer, on mettait toujours devant Hitler 3 bouteilles d'eau. Hein, parce qu'il était capable de perdre des 10 kilos hein, après ces fameux meetings, c'était incroyable. Donc c'est un personnage qui était vraisemblablement habité par quelque chose lorsqu'il prononçait ces fameux discours qui soulevaient des foules entières. Voilà. Alors, donc, bon, je vais pas en dire plus sur Ether, je voulais juste parler de ce côté un petit peu paranormal, bien sûr, du Führer. Et par contre, j'aimerais parler encore d'une autre société secrète, et oui, encore une, mais qui celle-là se trouvait au sein même de la Schutzstaffel, c'est-à-dire au sein de la SS, la fameuse SS d'Himmler. Euh, qui donc la SS qu'on appelait aussi l'ordre noir, donc ça c'est encore voilà tout un symbole. Et donc il existe effectivement une société secrète au sein de la SS, puisqu'on sait que donc certains initiés, alors ça devait être réservé aux officiers naturellement, hein, devaient subir un rite assez particulier. Alors c'était une initiation, hein, une véritable initiation. Donc ça se déroulait dans un château médiéval. Hein. Donc l'impétrant était amené dans une cellule qui se trouvait, ou en tout cas une petite pièce qui se trouvait dans le sous-sol du château. Il devait rester ou quelques heures ou des fois plusieurs jours. Hein. Et dans la pièce, il n'y avait qu'un seul symbole, ben donc le symbole de la SS, tu sais, cette double rune en forme d'éclair, hein, voilà. Et alors, il faut savoir d'ailleurs que la rune en forme d'éclair, lorsqu'elle est toute seule, ça symbolise quelque chose de bien. Mais lorsqu'elle est double, c'est tout le contraire, c'est le mal. Voilà, c'est le mal. Et devant ce signe, ou plutôt en dessous de ce signe, il y avait des écrits médite sur cet emblème, il est la clé de tout. Donc l'impétrant, l'initié, donc devait méditer devant le symbole de la SS. Ensuite, on venait le chercher et on le conduisait dans la salle des secrets où là, on lui révélait le symbolisme de quelques runes. Ensuite, on l'a mené dans un autre endroit qu'on appelait le sanctuaire. Et là se trouvait comme une espèce de tribunal de l'ordre noir. Derrière une grande table, il y avait des officiers supérieurs en grand uniforme de la SS et qui demandaient donc à l'initié, camarade, veux-tu aller plus loin dans les chemins de notre fraternité? Et lorsqu'il répondait oui, alors là, on le soumettait à tout un tas d'épreuves, et des fois à des épreuves même très sanglantes. Ensuite, s'en suivait encore un examen oral où il fallait qu'il réponde à des questions sur l'hyperborée, etc. Et finalement, tout se terminait par une récitation de quelques vers du Parzival de Wolfram von Eisenbach qu'il devait prononcer d'une certaine manière de façon à émettre des sons qui devaient donc servir ces sons à éveiller des forces magiques. Voilà. Alors on voit donc comment ces sociétés secrètes se sont infiltrées donc jusqu'au sein même, bien sûr, des nazis et donc de la fameuse SS d'Himmler. Alors, autre chose à préciser, c'est que lorsqu'on arrivait au terme de l'initiation, la dernière étape se trouvait en fait devait avoir lieu dans le château, le propre château d'Himmler, le Verwalsberg, qui s'appelait, un château qui se trouve en Westphalie. Hein, donc, n'oublions pas, comme on l'a souligné tout à l'heure, que la Sainte-Vème a pris naissance en Westphalie. Voilà, encore tout un symbole. Et là, on ne sait pas vraiment quelles étaient les dernières initiations qui étaient données dans ce château, mais bon, c'était les plus importantes, hein, naturellement.
Alors, pour montrer bien sûr le côté très obscur de tout ça, il y a un chant de l'ASS que j'aimerais rappeler. Alors, je te rassure, je vais pas chanter parce que je ne sais pas chanter, mais, mais je vais juste te lire les quelques paroles de ce chant qui est très révélateur. Alors, c'est l'ASS qui marche en pays rouge. Alors, n'oublions pas la sainte vème de la terre rouge dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Alors, chantant un chant de démon, que le monde entier nous maudisse, ou bien qu'on salue notre sang. Nous sommes les premiers à la fête, toujours debout au premier rang. C'est là que le diable aime à rire. C'est la SS qui marche en pays rouge. Voilà. Donc, on voit tout le côté sombre, obscur. C'est-à-dire que toutes ces sociétés secrètes allemandes, l'impression que j'ai, si tu veux, c'est que elles avaient effectivement un bagage ésotérique important, mais c'était le mal. C'est-à-dire que tout était inversé. Ce sont des sociétés pratiquement diaboliques, antichristiques, ça c'est sûr, et on inverse tout pour aller du côté du mal. Et il y a une chose à laquelle aussi j'ai réfléchi. Bon, tu vois bien sûr le drapeau des nazis, tu as cette croix gammée noire au centre d'un cercle blanc qui se trouve dans un carré rouge. Donc on a en fait les trois couleurs du grand œuvre. L'œuvre au blanc, pardon, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Seulement, eux, ils font tout à l'envers, puisqu'ils partent du rouge pour aller jusqu'au noir. Contrairement à notre drapeau français, qui lui aussi représente les couleurs du grand œuvre, hein, parce que le bleu, c'est l'équivalent du noir. Mais nous, on est bleu, blanc, rouge, donc noir, blanc, rouge. Nous, on est dans le bon sens, si tu veux, pour accéder à la pierre philosophale, on est dans la bonne initiation, si tu veux. Eux, initiation à l'envers. Hein, on part du rouge pour accéder au noir. Tu vois, c'est bon. Peut-être que je me fais des idées là-dessus, mais je sais pas. Cette idée m'est venue un jour et voilà. Mais enfin, j'ai ce sentiment profond, en tout cas, que dans ces sociétés secrètes allemandes, tout est fait pour aller vers le mal. D'ailleurs, on a ce texte de la SS qui ne dit pas autre chose. Hein. Il parle du diable, il parle du démon, il parle de tout ça. Voilà. Alors, on va en finir avec ces sociétés secrètes allemandes, avec une dernière, qui en fait se trouvait au sein même du groupe Thulé. C'est la fameuse société Vril. Hein. C'était la Vril Gesellschaft, qui a été créé par Karl Schoeffer, mais qui était aussi animé par une femme médium, Maria Orsic. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une très belle femme d'ailleurs, hein, elle était magnifique. Et elle a disparu en 1945, pardon, comme par enchantement. On ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. Après, impossible de la retrouver. Voilà. Alors, cette société Vril était composée essentiellement de médiums qui étaient censés recevoir des messages extraterrestres, hein, en provenance donc du système solaire d'Aldébaran, hein, qui est dans la constellation du Taureau, si je me souviens bien. Et donc, ils auraient reçu des messages extraterrestres qui auraient consisté notamment en de véritables modes d'emploi pour permettre de construire des soucoupes volantes. Voilà. Alors ça, les soucoupes volantes nazies, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Peut-être. Peut-être parce que je sais qu'il y a un agent de la CIA qui avait dit que tout ça avait véritablement existé. Et puis surtout, euh, on a un homme, un SS aussi, c'était un ingénieur qui était rentré dans la SS, qui s'appelait Hans Kammler, qui a travaillé sur des projets secrets. Alors, c'était dans des usines souterraines, hein, et je sais qu'il a travaillé notamment sur les missiles, les fameux missiles V2. Mais il aurait peut-être travaillé aussi sur des projets de soucoupes volantes nazies, hein, voilà. Et toujours est-il que la main-d'œuvre esclave qui travaillait dans ces usines, alors elle venait de camps de concentration, donc
donc des gens qui étaient amenés à disparaître, hein, tôt ou tard, puisqu'ils allaient finir, on allait les tuer forcément. Enfin, du moins, c'était le programme, hein, qui était mis en place par les nazis. Et même les chercheurs qui travaillaient à ces projets secrets, qui étaient eux des Allemands par contre, je sais que Hans Kammler avait reçu l'ordre de les faire éliminer par des commandos SS si jamais les Alliés venaient à atteindre ces usines cachées. Alors que ce soit les Américains ou les Russes, Hans Kammler avait ordre de faire exécuter tous les chercheurs pour qu'ils ne parlent pas, tellement que ces projets étaient vraiment tenus au secret. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez énigmatique que l'on peut voir toujours de nos jours. Hein. Ça se trouve en Pologne, une plateforme circulaire qui date donc de cette Deuxième Guerre mondiale, qui se trouve près des mines de Wenceslas. Et cette plateforme, quand on la regarde bien, cette plateforme circulaire qui est immense, hein, elle aurait très bien pu recevoir ce qu'on appelait un onubu ou onubu, je ne sais pas comment on prononce là. Donc c'est un des noms que l'on donnait à ces fameuses soucoupes volantes nazies. Voilà. Alors, une autre précision, c'est que pourquoi avoir choisi aussi le nom de Vril? Pourquoi cette société Vril? Vril, c'est un terme qui sert à désigner une énergie censée être obtenue à partir du champ magnétique terrestre, en fait. Voilà. Et je crois d'ailleurs c'est un auteur britannique qui en avait pour la première fois parlé, je crois, à la fin du 19e siècle, hein, voilà, de cette énergie Vril. Voilà. Alors, donc, comme on vient de le voir, on ne peut pas nier que les sociétés secrètes allemandes n'aient pas joué un rôle certain, justement, dans l'émergence du nazisme. Euh, et elles ont joué un rôle, même on peut dire, primordial. Oui, effectivement, c'est très surprenant, hein, comme tu l'as très bien expliqué en début de causerie, que finalement les historiens ne se soient pas plus penchés que ça sur le sujet, parce que là, en quelques explications, tu nous as très bien montré qu'il y a une interaction évidente entre toutes ces sociétés secrètes et cette idéologie nazie. Pourquoi? Ça, c'est la question. Est-ce que il y a vraiment quelque chose à cacher? Est-ce que les grands de ce monde ont peur d'être éclaboussés? Oui, et puis je pense aussi que comme il y a également des notions d'ésotérisme, de paranormal qui entrent en jeu, ça gêne tous les chercheurs qui sont un peu matérialistes aussi, hein. Donc ça doit gêner aussi quelque part. C'est ces connotations ésotériques, tout ça, c'est voilà, c'est dérangeant, pour des gens qui ne croient en rien, qui voilà, parce qu'il y a de la magie qui entre en jeu, il y a des rituels, il y a du paranormal même, hein, il y a des trans médiumniques, tout ça, et ça c'est indissociable donc de cette histoire du nazisme. Hein. Oui, effectivement, ça pourrait être une explication, hein, qu'on ne veuille pas mélanger l'histoire officielle avec ces pratiques ésotériques, voire paranormales. Mais peut-être qu'une autre explication aussi, c'est que finalement ces sociétés secrètes ont encore une interaction avec notre histoire contemporaine et que notre Europe est peut-être un héritage de cette période liée au nazisme. Oui, enfin, c'est-à-dire que là, on va pas parler vraiment de société secrète, mais on va parler du nazisme, parce qu'on croit être débarrassé du nazisme, mais quand on voit qui se trouve derrière la construction de l'Europe, alors qui c'est qu'on trouve? On trouve un personnage essentiellement. On trouve un homme qui s'appelle Walter Hallstein. Alors cet homme-là, c'était un nazi, hein, il faut le dire, puisque d'ailleurs il s'est servi du nazisme comme une sorte d'ascenseur social, puisqu'il était professeur de droit en Allemagne dans les années 30, et il est devenu d'ailleurs
le doyen de l'université de Rostock à l'âge de 34 ans seulement. Pourquoi? Parce que il avait fait allégeance au nazisme. Hein. On a des lettres qui se terminent d'ailleurs par des Heil Hitler, des choses comme ça. C'était un nazi, voilà. D'ailleurs, Walter Einstein, en 1938, il avait été choisi par Hitler euh, pour déjà concevoir un projet d'Europe, hein, puisque en 1938 Hitler avait rencontré Mussolini et ils avaient émis le projet donc de créer une Europe déjà sans frontières, mais une Europe dominée par l'axe donc Berlin-Rome et qui serait entièrement soumise cette Europe bien sûr à la dictature donc des nazis, des fascistes. Et donc Walter Einstein avait été nommé personnellement par Adolf Hitler euh, pour négocier avec l'Italie et mettre en place donc un projet pour créer cette nouvelle Europe. Il faut également savoir que dès 1941, le gouvernement de Vichy, donc le gouvernement pétainiste, a approuvé aussi cette idée de nouvelle Europe, d'Europe unie, sans frontières, etc. D'ailleurs, il y avait une exposition qui avait eu lieu en 1941 à Paris au Grand Palais. Et où les affiches d'ailleurs mettaient en avant donc ce projet de construction d'une nouvelle Europe, hein, dominée bien sûr par les nazis. Euh, euh, on parlait notamment de la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler, etc. Bon, donc Walter Einstein était déjà très très impliqué dans ce projet. Walter Einstein, par contre, en 1944, il fut prisonnier et qu'il est envoyé aux États-Unis. Et il va y rester aux États-Unis jusqu'à la fin de la guerre, où il sera après relâché. Sauf que Walter Einstein, après, quand il rentre en Allemagne, eh bien, non seulement il ne sera pas inquiété pour son passé de nazi, mais il va jouer un rôle politique de premier ordre, puisqu'il va se retrouver aux affaires étrangères notamment. Il va être aussi secrétaire d'État, je crois, sous Adenauer. Bon, en fait, toujours est-il que il va ressortir eh bien, son travail qu'il avait fait en 1938 pour cette nouvelle Europe et pour l'Europe que l'on veut mettre en place donc après-guerre. Voilà. Donc, il faut également savoir qu'il va co-signer le traité de Rome de 1957 avec Adenauer. Et donc, le traité de Rome qui marque le début donc de la construction européenne. Il sera aussi le premier président de la Commission européenne, ce fameux Walter Einstein, qui est un nazi, hein, comme on l'a dit. Et donc, il va mettre en avant justement une Europe sans frontières pour libérer le marché. Voilà. Donc là, on n'est plus par contre dans une optique des nazis racistes, mais là, par contre, c'est au profit donc du marché, donc c'est au profit des grands financiers, au profit du grand capitalisme. Voilà, c'est le projet nouveau de l'Europe, mais qui se base sur les travaux d'un nazi. Voilà. Alors d'ailleurs, De Gaulle sera contre bien sûr ce projet qui est en train de se mettre en place parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui colle pas. Et il va pratiquer d'ailleurs la politique de la chaise vide et donc on a par contre après-guerre des hommes politiques français qui vont soutenir ce projet. Alors il y a Jean Monnet, il y a Robert Schuman, etc. Or, il y a un article qui est paru dans le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Cet article, on peut le trouver sur Internet, hein, sans problème. Je l'ai trouvé en 2 minutes. Hein. Donc, qui va parler
de l'implication donc de ces pairs de la Nouvelle Europe là. Donc j'ai dit donc Robert Schuman, Jean Monnet, etc. Donc Walter Einstein et puis d'autres comme également un premier ministre belge Spaak, etc. Or cet article fait état de documents déclassifiés. Alors, c'est un article qui est écrit en anglais, hein, mais je vais en traduire quelques passages, comme ça on va comprendre de quoi il en retourne, parce que on s'aperçoit que ce projet donc d'Europe est soutenu par les Américains. Ce sont les Américains qui ont voulu qu'il y ait une Union européenne, hein, pour en fait pour servir leurs intérêts. Alors, je vais lire quelques passages que je vais traduire. Donc des documents déclassifiés du gouvernement américain montrent que les services spéciaux américains ont mené une campagne dans les années 50 et les années 60 pour construire une Europe unie. Voilà, donc on dit carrément ce sont les Américains qui se trouvent derrière l'Europe, déjà. On dit que les Américains ont poussé la Grande-Bretagne à rentrer dans cet État européen. On dit également qu'un mémorandum daté du 26 juillet 1950 donne des instructions pour promouvoir un Parlement européen. Ce document est signé par le général William Donovan, qui est à la tête de l'Office of Strategic Service, c'est le fameux OSS, ça, hein, qui a été après remplacé par la CIA. Donc c'est la CIA qui se trouve derrière aussi, hein, ce projet. Alors ces documents ont été trouvés par un certain Joshua Paul, qui est un chercheur à l'université de Georgetown à Washington. Alors les Américains vont créer donc l'American Committee for United Europe. Donc et ce comité va recevoir des fonds de deux fondations, principalement la fondation Ford et la fondation Rockefeller, comme par hasard. Voilà. Alors, on dit que Robert Schuman et le précédent Premier ministre belge Paul-Henri Spaak ont loué enfin les sponsors américains louaient leurs services. Voilà. Donc, ils étaient aux ordres. Voilà, quelqu'un comme Robert Schuman. Alors Robert Schuman, bon, à la limite, je suis pas étonné plus que ça, parce que Robert Schuman, il faut savoir que en 1940, il a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il avait d'ailleurs fait partie du premier gouvernement pétainiste, hein. Voilà, donc à la limite, tout est logique, hein. On a des gens qui sont déjà dans une idéologie nazie, Walter Einstein, bien sûr, en premier, d'autres qui n'étaient pas contre, comme Robert Schuman, puisqu'on voit bien que il a collaboré au départ. D'ailleurs, je crois d'ailleurs qu'à la fin de la guerre, il avait eu, avant d'être réhabilité, parce qu'il a été réhabilité, bien sûr, après pour servir sous la 4e République, mais je crois qu'il avait été frappé d'indignité nationale quand même en 1945, donc c'était pas pour rien, hein, j'imagine. Voilà, donc en fait, on a des hommes qui sont récupérés par les Américains. C'est un peu comme ça fait penser aussi à l'opération Paperclip, tu sais, tous ces savants allemands que les Américains ont récupérés après pour les projets spatiaux, pour même faire aussi des choses beaucoup moins avouables comme une guerre. Pour trouver des produits pour faire une guerre bactériologie, par exemple, des choses comme ça. Et je sais qu'ils ont recruté aussi des médecins qui avaient fait des atrocités dans les camps de concentration. Enfin bon, voilà. On recycle, on va dire. On recycle ces gens-là, voilà, pour qu'ils se mettent au service des États-Unis et puis voilà. Donc et on s'aperçoit que cette Europe, l'Europe dans laquelle nous vivons actuellement, une Europe qui n'est pas toujours
on va dire, euh, très très agréable à vivre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que pas mal de peuples en souffrent de cette Europe, hein, puisque c'est elle qui prend les décisions. D'ailleurs, on se demande d'ailleurs à quoi servent aujourd'hui nos dirigeants. D'ailleurs, j'ai noté des phrases qui ont été prononcées par Attali. Attali qui connaît très bien la politique aussi bien française qu'européenne. Et ça, ce sont des phrases qui sortent de sa bouche. On peut les trouver sur Internet. Hein. Attali, il a dit notamment, le président de la République n'a plus de pouvoir. Une grande partie de la politique appartient à l'Europe. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Tout ça, ce sont des mots qui sont sortis de la bouche d'Attali. Donc voilà, les politiques sont aux ordres du marché. Voilà, donc on s'aperçoit que notre démocratie, elle en a pris un coup, donc avec cette Europe, parce que des décisions qui sont prises par des gens, surtout quand on voit les technocrates à Bruxelles, ce sont des gens qui sont même pas élus, donc qui prennent des décisions qui vont souvent même à l'encontre des peuples pour favoriser eh bien la haute finance, pour favoriser des choses de ce type-là. On s'en rend bien compte, hein, on n'est pas aveugle. Donc voilà, et puis on comprend mieux après pourquoi cette Europe a une connotation assez péjorative, mais quand on s'aperçoit que un homme comme Walter Einstein, qui était un nazi, qui a été à l'origine de sa construction, quand on s'aperçoit aussi que les Américains qui avaient un intérêt à créer cette Europe unie. Alors peut-être au départ c'était créer une Europe unie pour faire face au bloc soviétique qu'il y avait après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait cette guerre froide dont on a tous entendu parler naturellement. Donc c'était peut-être d'un côté pour faire front à ce bloc de l'Est, hein, et puis mais aussi c'était pour servir les intérêts aussi américains. Après, pour s'ouvrir aussi un marché, etc. On voit bien aussi ce qu'ils veulent mettre en place avec le pacte transatlantique, etc. Donc voilà. Donc ça sert cette Union européenne beaucoup les intérêts américains. C'est d'ailleurs pour ça que pendant des années ils ont œuvré à cette construction européenne. C'est pour ça aussi qu'ils ont utiliser des gens comme Walter Einstein, comme Robert Schuman, on l'a vu, donc des gens qui ont été rémunérés hein, par la CIA ou par des fonds venant des fondations Rockefeller et Ford, etc. Parce que c'était dans l'intérêt des États-Unis de créer cette Europe, mais c'est pas une Europe telle qu'on pourrait la rêver, je dirais, puisque on rêve à une Europe des peuples, mais pas une Europe de la haute finance. Et là, nous sommes sous le joug de cette Europe qui ne sert, j'ai le sentiment qu'à un tout petit nombre en fait de privilégiés. Voilà. Donc on s'aperçoit que donc le nazisme continue à nous porter tort quelque part, puisque voilà, les Américains n'ont pas hésité à utiliser les services de gens qui étaient au service du nazisme pour créer cette Europe et qui n'est pas l'Europe rêvée. Alors, Pascal, pour en revenir à Walter Einstein, est-ce que tu as idée de savoir si lui était affilié à une société secrète ou pas? Aucune idée. Aucune idée. Bon, c'était un nazi, ça c'est sûr. Alors, sachant que les hauts gradés, hein, les décisionnaires du parti SS étaient, pour ainsi dire, tous affiliés à une société secrète, il y a peut-être des chances que Walter le soit aussi. Là, je ne peux rien dire à ce sujet Bah, parce ce serait la qu'on spéculation, d'accord. voilà, on n'a aucune preuve. Hein. C'est un nazi, ça on l'a vu, hein, puisque d'ailleurs ça lui a servi d'ascenseur social, d'appartenir au parti nazi. Ça lui a permis de devenir le doyen d'abord de la faculté de Rostock, etc. Donc bon, après d'ailleurs, il était bien vu d'Hitler, qu'il a choisi pour élaborer la première construction européenne, etc. Donc oui, c'est un nazi. Alors est-ce il appartenait lui-même à une société secrète? Ça, on n'en sait rien, hein, aucune idée.
principaux personnages du groupe Thulé, je les ai énumérés tout à l'heure. Bon, il y en avait beaucoup d'autres, hein, dont on ignore les noms pour la plupart, mais voilà. Mais de toute façon, sa simple appartenance au nazisme, en sachant que les implications qu'il y avait, comme on l'a vu, entre les sociétés secrètes allemandes et le nazisme, donc il y avait quand même des consignes qui venaient de ces sociétés secrètes obligatoirement. Donc après, est-ce qu'il a à dire qu'il y avait une appartenance, que Walter Einstein avait une appartenance à ces sociétés secrètes, ça on peut pas le prouver, on n'en a aucune idée. Hein. Effectivement, ce serait de la spéculation. Mais quand même une autre question, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des traces de ces sociétés secrètes, hein, de toutes celles dont on vient de parler pendant notre causerie, ou est-ce qu'elles ont été dissoutes avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, et est-ce qu'elles ont complètement disparu? De toute façon, des sociétés secrètes, il en existe toujours, il en existera toujours, hein. Ça, c'est clair. Alors après, normalement, le groupe Thulé, bon, il n'existe plus normalement. La société Vril non plus. Mais il peut y avoir des sociétés cachées, héritières de ces anciennes sociétés. De toute façon, on l'a vu à travers l'histoire, à travers les âges. Les chevaliers teutoniques, c'était en quelque sorte une société secrète. La Sainte Vemme de la Terre Rouge, c'était une société secrète. Les Illuminés de Bavière aussi. Donc, ça a toujours existé, ça existera toujours. Après, bon, ils sont plus ou moins héritiers, c'est sûr, de ces anciennes sociétés secrètes, puisque on l'a vu aussi pour les Skull and Bones, puisqu'ils sont allés chercher donc une espèce d'aval en Allemagne d'une autre société secrète pour former donc cette confraternité très particulière. Et alors le problème, c'est que ces sociétés secrètes, enfin, de toute façon, les Skull and Bones, ils existent toujours. Hein. Ça, c'est une évidence. Et quand on sait que les Skull and Bones recrutent parmi les meilleurs étudiants de Yale, ceux qui sont appelés à avoir des postes à responsabilité, etc. Donc, on peut dire que d'ailleurs, aux États-Unis, l'administration, l'armée, les hautes finances, comme je l'ai dit, sont infiltrés par des membres de sociétés secrètes à l'heure actuelle, ne serait-ce que par les Sculboniens, parce que ça existe toujours, les Sculboniens, ils sont toujours là, hein, ça n'a pas bougé. Hein. Les Bush en sont l'exemple le plus typique. Hein. Alors, on m'en voudrait si ce soir je ne te posais pas la question concernant une société secrète qu'on n'a pas du tout évoquée, il s'agit des francs-maçons. Il n'y a eu aucune interaction entre la branche franc-maçonne, on va dire, germanique et le parti nazi. Alors n'oublions pas aussi qu'il y a eu des combats entre sociétés secrètes. D'ailleurs, les francs-maçons étaient persécutés par les nazis. Il faut pas l'oublier. Les francs-maçons, comme les juifs, ils ont été persécutés par les nazis. C'était vraiment l'ennemi à abattre pour les nazis. Hein. On parlait de complot judéo-maçonnique, etc. Donc, il s'est livré une véritable guerre entre ces deux mouvements secrets, on va dire. N'oublions pas non plus que les Illuminés de Bavière ont eu pour ennemi un Rosicrucien. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce Rosicrucien qui a permis d'obtenir l'abolition de l'ordre des Illuminés de Bavière. Parce qu'en fait, on a des sociétés secrètes qui ont des vues, qui ont des intérêts complètement opposés. Hein. Il y en a qui se dirigent vers une initiation, on va dire, une bonne initiation qui sera presque une initiation christique. Bon là, je parle pas des francs-maçons parce que dans la franc-maçonnerie actuelle, c'est plus compliqué aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même, je connais même des francs-maçons qui sont athées, qui croient même pas en Dieu. Donc bon, ben, voilà. D'ailleurs. La franc-maçonnerie actuelle, c'est un peu que, il y a plusieurs obédiences aussi, hein, c'est assez compliqué, hein. Bon, il y en a qui vont croire en Dieu, d'autres
pas. Bon, voilà. Là, on a vu les sociétés allemandes qui étaient relativement axées sur le mal, c'est au moins que l'on puisse dire. Donc, il y a toujours eu des batailles, même des fois entre francs-maçons aussi. On a dit par exemple que la bataille de Waterloo, c'était une bataille entre francs-maçons. Il y avait les francs-maçons qui étaient du côté de Napoléon et ceux qui étaient contre lui. Donc c'est très compliqué en fait. Hein. C'est très compliqué cette histoire de société secrète. D'ailleurs, on peut jamais avoir la vérité absolue là-dessus parce que de par leur essence même, ils tiennent des secrets qui ne veulent pas révéler au public. Hein, donc, c'est une évidence. Voilà, donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Entendu. Bon bien écoute, ça a été vraiment une causerie des plus passionnantes ce soir, où vous avez sûrement appris, tout comme moi, tout un tas de choses sur ces interactions entre les sociétés secrètes et le parti nazi. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, simplement que on peut dire que de toute façon tout ce que j'ai dit pratiquement, tout ce que j'ai révélé, que ce soit sur les Skull and Bones, que ce soit sur l'Europe, que ce soit, il y a des documents qui sont déclassifiés maintenant, que l'on peut consulter. Certains d'ailleurs sont accessibles sur Internet, donc ceux qui veulent approfondir le sujet, ils le pourront sans aucune difficulté. Hein. Ok Pascal, eh bien écoute, merci pour cette causerie passionnante. Moi je voulais juste citer un petit auteur de science-fiction qui s'appelle Alain Paris, qui a écrit 2 uchronies sur ce troisième Reich qui était cher aux Allemands. La première s'appelle tout simplement Reich, et si les Allemands avaient gagné, voilà, quelle est cette vision futuriste, bien sûr SF de ce troisième Reich. Et puis une deuxième très intéressante, c'est un cycle, le cycle La Terre creuse, et d'ailleurs on n'en a pas du tout parlé de cette Terre creuse, mais c'était un projet qui était porté par cette société de Tulane, il me semble. Alors là, il y avait des théories aussi qui étaient... moi, si tu veux, j'ai écrit un article sur la Terre creuse parce qu'il y a des éléments tangibles très intéressants là-dessus. Mais je sais qu'il y avait un savant allemand qui était en vogue chez les nazis, qui était lui complètement fou parce que lui, il avait imaginé que nous, à la surface de notre Terre, on était déjà à l'intérieur de quelque chose de plus grand et de creux. D'ailleurs, il avait émis comme hypothèse qu'on pouvait repérer la flotte ennemie dont les lumières se reflétaient dans le ciel. Enfin, des choses complètement ahurissantes, aberrantes. D'ailleurs, après, il a été, je crois, éliminé. D'ailleurs, ça quand son expérience a complètement échoué pour essayer de repérer la flotte britannique. Voilà. Donc mais la Terre creuse, par contre, là, c'est une histoire qui est très intéressante, qui remonte d'ailleurs un certain temps, cette histoire. Hein, on en parle depuis très longtemps, et il y a des éléments tangibles, effectivement, pour penser qu'il y a effectivement quelque chose sous nos pieds à découvrir, oui. Voilà. Tu sais quoi, Pascal, cette petite conclusion me donne une idée, et si dans une prochaine causerie nous traitions de ce fameux sujet de la Terre creuse? Pourquoi pas? Sinon j'avais prévu de te faire quelque chose sur le Bigfoot et les hommes sauvages, mais on peut faire la Terre creuse comme tu veux. Eh bien, pas de souci, on va le faire dans cet ordre-là. Prochaine émission sur le Bigfoot et les hommes sauvages, et puis pour cet été, on vous prépare un spécial Terre creuse. Et pour le Bigfoot, j'ai déjà un petit copain là, tu vois. Parfait. Il vient des États-Unis. Bon, ok Pascal. Bon, allez, je te remercie, je te souhaite une très bonne soirée. Plaisir. Et puis vous aussi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, fidèle au poste, et je vous dis à très bientôt sur Miasme TV. Ciao, ciao. À très bientôt, au revoir.